Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Bonjour, je suis Fiona Coco et vous écoutez Nuances culturelles, un podcast de Louvre-Lens-Vallée. Aujourd'hui, on reçoit Virginie Labroche, directrice du 99 bis. On a parlé de collaboration, de développement territorial et d'engagement. Bonne écoute! Bonjour Virginie, merci d'avoir accepté cet entretien avec nous. Alors évidemment, nous on se connaît parce qu'on a déjà travaillé ensemble, mais aussi parce que tu as été la marraine de la promo 2023 de Louvre-Lens-Vallée. Je vais démarrer cet entretien avec une question simple. Est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Bonjour, tout d'abord. Donc, je suis Virginie Labroche. Je suis actuellement la directrice générale et artistique du 99 bis à Wany. Je suis originaire de la région, de la grande région. Je suis de l'Aisne, on dit Axonaise d'ailleurs. Je suis Axonaise, un tout petit village. Et je vis dans le nord depuis très très longtemps maintenant. Donc je suis bien intégrée à la nouvelle grande région. Et voilà, j'ai un parcours professionnel dans la culture où je suis passée quasiment par tous les labels d'État, scène conventionnée, scène nationale, centre dramatique, musée du Louvre-Lens, et puis là, 99 bis depuis presque 3 ans maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené dans la culture ? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? C'est un peu par hasard en fait, parce que mes parents sont enseignants, je suis d'un tout petit village, donc il n'y avait pas beaucoup de sollicitations culturelles pour le coup. Je pense que la première fois que je suis vraiment allée au théâtre, j'avais 17 ans. D'accord. Et c'était avec le lycée. On était allés à Paris, c'était un grand, grand moment. Mais donc c'était un peu terre inconnue pour moi. Le théâtre, les concerts, on y allait assez peu, même si j'ai quand même vu Jeanne Masse quand j'avais 9 ans. Et ça, c'est quand même classe. Hein. Absolument. Mais voilà, c'était pas forcément prédestiné. Mes parents lisent, écoutent un peu de musique, mais sans plus. Et en fait, il se trouve que mon grand frère, par hasard aussi, est sorti avec une fille qui était apprentie comédienne à la Comédie de Reims. Et donc voilà, j'ai commencé à aller voir ses spectacles, à rentrer dans la Comédie de Reims, qui était un lieu à l'époque très très austère, tout noir, où on se sentait vraiment pas à l'aise. Mais j'ai quand même trouvé ça super, et les spectacles, et le fait de côtoyer des artistes et de discuter avec eux. Enfin voilà, ça m'a vraiment portée. Et voilà, j'ai fait des études de communication, donc c'était pas non plus... je voulais travailler dans la pub, moi, au départ. Et puis, j'ai fait des stages dans la culture, et ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Et puis après, une fois qu'on a plongé dans le grand bain, on n'en sort plus. Très bien, donc un bel effet papillon finalement. Tu as découvert donc tout cet aspect créatif de ce milieu, de ce secteur. Qu'est-ce que la créativité pour toi, maintenant ? La créativité, pour moi, elle n'est pas uniquement dans l'art et pas uniquement chez les artistes et les créateurs, parce que je pense qu'on peut être comptable et être extrêmement créatif, y compris dans son travail. Je pense que c'est la façon d'interpréter, de réinventer et surtout d'essayer, parfois, en tout cas, de se sortir de situations un peu compliquées. En étant justement, en se dépassant, enfin, voilà, en trouvant d'autres idées, d'autres chemins pour sortir d'une situation, compliquée ou pas d'ailleurs. Et puis sur le volet artistique, bien sûr, la créativité, c'est tout ce qui va un peu transcender, faire qu'on se dépasse et qu'on regarde le monde un peu autrement. Moi, j'aime beaucoup, ça a beaucoup accompagné mon parcours, cette idée-là, le fait parce que j'ai un parcours un peu en sociologie aussi, et un peu le fait de regarder le monde avec des yeux d'extraterrestre. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et voilà, l'observer, ça permet aussi ensuite de faire autrement et d'être créatif. D'accord, donc en fait la créativité c'est le dépassement de soi. C'est un peu et un peu le dépassement de soi et un peu la question de faire autrement et de penser le monde autrement. Encore une fois, c'est très beau, très poétique. Avec justement cette analyse que tu fais, enfin c'est pas forcément une analyse, mais avec la définition que tu as de la créativité, est-ce que tu as une personnalité créative en particulier qui t'inspire et qui peut-être reprend un peu ces notions-là ? Alors là, c'est difficile comme question, parce que pour le coup, je suis inspirée par plein de petites choses et plein de personnes au quotidien.
Alors, bien sûr, il y a des artistes qui m'inspirent très très fortement, des metteurs en scène, des metteuses en scène. Je suis aussi très inspirée par les femmes qui globalement mènent des combats, là où moi je me sens extrêmement lâche. Les femmes qui défendent d'autres femmes, les femmes reporters de guerre, avocates, etc. Je trouve que c'est des vies incroyables et là on est un peu en dehors de la créativité pour le coup, on est vraiment dans la notion de courage et de combat, de résilience aussi parfois. Je vais citer personne parce qu'il y a vraiment plein de gens extrêmement créatifs autour de moi, y compris mon assistante, par exemple, qui est Audrey, qui est vraiment quelqu'un à la fois hyper solaire et hyper créatif. Donc, c'est au quotidien. Je prends la créativité chez un peu tout le monde. Enfin, je l'observe. Ouais. Pour créer. Je pense qu'on a tous cette force-là, en fait. Les artistes l'expriment dans leur travail et de manière un peu plus forte. Mais je pense que toutes et tous, on a un grand potentiel de créativité. Et c'est ce qui fait l'être humain, d'ailleurs, je pense. Le 9-9 bis est une institution emblématique du paysage culturel régional. Est-ce que tu peux le présenter en quelques mots à nos auditeurs et auditrices? Et qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'il est unique et qu'il a une force importante sur le territoire? Alors, le 9-9 bis, c'est un ancien site minier du bassin minier patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site, ce qu'on appelle un site complet, remarquable, c'est-à-dire qu'il a à la fois le terri, donc un élément paysager très très fort, le terri 110, il a la cité jardin juste à côté, et il a l'ensemble des éléments architecturaux qui étaient en fonctionnement à l'époque, puisque c'est le dernier site à avoir fermé dans la région Nord-Pas-de-Calais. Le 9-9 bis, il a fermé en décembre 1990. Et l'histoire est assez belle parce que c'est en fait là où tout a commencé, là où tout s'est arrêté dans le Pas-de-Calais, puisque Henriette Declercq, qui était la châtelaine du coin, a découvert une veine de charbon dans son parc, dans son jardin. Alors c'est une femme, encore une femme inspirante, tu vois. Et en fait, elle creusait, soi-disant, pour chercher de l'eau, pour arroser son parc. En fait, elle était beaucoup plus maligne que ça. Elle savait déjà qu'il y avait du charbon dans le nord. Elle savait déjà qu'il y avait probablement une veine de charbon qui passait pas très loin de chez elle. Donc avec son ingénieur, ils creusaient et ils ont trouvé la première veine de charbon dans le Pas-de-Calais. Et de là sont nées toutes les fosses autour, la première étant Hénin-Beaumont, la fosse de Hawani, etc., jusqu'à la fosse 9 et 9-9 bis, qu'Henriette Declercq ne verra pas, puisqu'elle est décédée avant l'ouverture dans les années 30. Mais en tout cas, c'est vraiment, oui, ce côté là où ça a commencé et là où ça s'est arrêté. Et ça ne s'est pas arrêté d'ailleurs, puisque le site a fermé en 1990, donc c'est la fin de l'exploitation charbonnière. Néanmoins, le site qui devient une friche, comme beaucoup de sites industriels dans la région, quelques années après, il est réhabilité, racheté par l'agglomération Hénin-Carvin pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un lieu hybride, un centre culturel un peu global où on y fait à la fois de la musique, du spectacle vivant, de l'art contemporain et bien sûr où on est les garants de l'histoire patrimoniale. Donc on raconte cette histoire. On travaille avec les anciens mineurs encore en vie, on essaie de garder un maximum d'informations sur leurs gestes, sur ce qu'ils faisaient, etc. Et je trouve que cette reconversion, elle est particulièrement juste et maligne, j'ai envie de dire, parce que le site était très bruyant, il y avait beaucoup de vibrations. On a notamment dans les machines un convertisseur électrique. Et donc ce convertisseur, il est comme un battement de cœur en fait. Il est extrêmement bruyant, mais surtout, il provoque des vibrations sur les vitres du bâtiment des machines, mais aussi sur les vitres de l'ensemble de la cité. Ce qui fait que c'est vraiment le cœur de vie de toute cette cité minière, c'est le 9-9 bis. Et quand le battement s'arrête, parce qu'il y a un problème, toutes les femmes accourent sur le site parce que c'est qu'il y a eu un accident, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc la question de la vibration et du son, elle est très prégnante sur le site du 9-9 bis. Maintenant, par rapport au paysage du territoire dans sa globalité, je l'ai dit, c'est un des sites remarquables. Très objectivement, c'est le site le plus beau aussi. Dans toute objectivité, autoproclamé le plus beau site. Non, il est très beau. Enfin, l'architecture à 1930, si on aime ça, c'est vraiment particulièrement beau. Et puis, c'est un acteur majeur du territoire. On est la porte d'entrée, en fait, par rapport aux Lillois, aux Belges, aux pays nordiques, d'une manière générale. On est vraiment la porte d'entrée du bassin minier, puisque le 9-9 bis a la chance d'avoir sa propre sortie sur l'autoroute A1.
Donc on est vraiment, une des entrées et puis on travaille avec l'ensemble des partenaires culturels, voilà le Louvre-Lens à 15 minutes, Culture Commune juste à côté, puis l'ensemble des autres sites miniers bien sûr. C'est une histoire de collaboration aussi. Ouais, c'est une histoire de collaboration, je pense qu'on est assez fort, dans le Nord globalement, hein, voilà, on est assez fort dans la grande région Nord, on va dire, pour travailler ensemble, vraiment. Les acteurs culturels ont toujours travaillé ensemble. Moi, j'ai, vécu et travaillé à Dunkerque, c'est pareil, on travaillait, avec les maisons de quartier, enfin voilà, il y a vraiment cette culture de faire les choses ensemble. On est une région où on est nombreux et on sait faire ça. On sait, créer du lien, il y a pas, je trouve, de concurrence, de compétition, «c'est nous les meilleurs», je trouve que chacun arrive à trouver sa place dans cet univers et on se défend les uns les autres, on fait bloc, quoi. Ça probablement issu de la culture ouvrière aussi d'ailleurs. J'aimerais qu'on parle de ta vision des musiques actuelles. Comment est-ce que tu la traduis concrètement dans ta programmation et dans ton accompagnement artistique au 9-9 bis? Alors effectivement, le Métaphone qui est un peu le fer de lance, le haut de l'iceberg du 9-9 bis, c'est notre salle de concert dans laquelle on a une programmation, j'ai envie de dire classique de scènes de musiques actuelles, hein, du rock, du rap, de la pop, du reggae, du ska, du punk, enfin voilà, tous les courants des musiques actuelles. Alors musiques actuelles, c'est en fait, tout ce qui n'est pas, classique, musique contemporaine, le jazz, étant un peu sur tous les terrains, donc on fait aussi un peu de jazz. Donc nous, on a une programmation, ouais, d'une, 40-50aine de concerts par an. On accompagne beaucoup les artistes. On a 5 jeunes artistes qu'on accompagne, c'est la promotion Minerai, qui sont des artistes en émergence, qui sont vraiment en train de se professionnaliser. Et puis, on a aussi des résidences professionnelles où là, on accueille 5 artistes, artistes musiciens, musiciennes, musique pure, on va dire, pure musiques actuelles. Et 5 où c'est, ce qu'on appelle dans notre jargon du transdisciplinaire ou du pluridisciplinaire. C'est-à-dire que c'est, danse et musique, théâtre et musique, cirque et musique, voilà. Mais avec toujours de la musique live, c'est vraiment D'accord. notre ADN. L'idée, c'est qu'on ait, le plus possible de la musique, live au plateau. Hem, voilà, donc on a vraiment tout ce volet et ensuite par rapport aussi, à la sensibilisation aux habitants, on a 3 musiciens intervenants, qui dès, le plus jeune âge, dès la crèche, sensibilisent les enfants aux musiques actuelles, au punk, au rock, à la pop, jusqu'au collège-lycée, mais même au-delà, on travaille avec plein de structures, sociales, du handicap, et cetera. Donc on a aussi un volet, on est là aussi pour que comment dire? Des carrières peut-être voient le jour, en tout cas, que des gens se disent, sur le territoire, des habitants se disent: «Bah, c'est possible en fait, moi aussi j'ai cette fibre artistique, moi aussi je peux devenir la future Clara Luciani ou le futur Julien Doré, ou que sais-je». Donc c'est vraiment on est aussi dans cette démarche d'accompagnement des publics et après voilà, on essaie d'avoir une programmation, à la fois, qui plaise au plus grand nombre, mais aussi surtout, qui rende curieux. C'est Mmh. vraiment, un objectif où on essaie que les gens, ce soit pas juste ce qu'ils ont entendu à la radio, vu à la télé, mais qu'ils essaient aussi de découvrir des choses. Et dans tout cet accompagnement, voilà, toute cette programmation, quels sont les défis que tu rencontres et les atouts majeurs, de cette orientation de musique actuelle, justement? Hem, alors les atouts, je pense que c'est que les musiques actuelles, tout le monde connaît. C'est très facile à «vendre» entre guillemets au public. C'est-à-dire que, vous avez plein de plateformes, il y a plein de plateformes d'écoute, donc vous pouvez, très facilement aller écouter avant de venir voir un concert. Ce qui est plus compliqué dans le spectacle vivant, par exemple, où il faut vraiment, un peu plus argumenter. Là, vous ouvrez, YouTube, Spotify, Deezer ou autre plateforme un peu plus underground d'ailleurs, et tout de suite, vous pouvez entendre et de la musique, il y en a partout. Enfin, il y a pas on passe pas, chacun d'entre nous, on passe pas une journée sans musique, en fait. Vous allumez la radio, mais même les pubs, il y en a partout. Vous allez au supermarché, il y a de la musique, donc c'est quelque chose, de très, très englobant qui nous entoure, donc c'est plutôt un atout parce que c'est facile d'en parler et c'est facile de faire venir les gens. Le défi, c'est que les gens ne viennent pas juste une fois, pour un artiste.
Ils adorent un artiste, ils viennent et puis c'est tout. En fait, ils reviennent pas, on les revoit plus. Donc c'est un peu l'effet. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate très fort. On a systématiquement sur tous les concerts, on a plein de ce qu'on appelle des primo-visiteurs ou des primo-spectateurs. Donc c'est la première fois qu'ils viennent et on n'est pas sûr de les revoir. Donc nous, la question de la fidélisation, elle est extrêmement importante. On a une politique d'abonnement maintenant qui est très très incitative et qui permet ça. Vous prenez votre carte d'abonné, vous avez 5 € de réduction, vous pouvez venir avec quelqu'un, enfin voilà, vous avez plein d'avantages. Et c'est vraiment important, je disais tout à l'heure, je parle de la curiosité, mais c'est vraiment d'exciter la curiosité pour que les gens se contentent pas de justement venir voir juste un artiste qu'ils aiment bien et papillonner, aller dans une autre salle de concert ailleurs pour le revoir ou pour en voir un autre qu'ils aiment bien. C'est vraiment d'essayer de les fidéliser. Lors de notre conversation, donc qui est une table ronde sur la place des femmes dans la culture, qui était d'ailleurs la première conversation de l'année 2024, tu avais pu inaugurer ce début de saison, tu nous avais partagé ton engagement profond sur cette thématique. Est-ce que tu peux nous éclairer sur les actions concrètes et les initiatives que tu as mis en place au 99 bis pour justement promouvoir et soutenir la présence des femmes artistes ou même des femmes voilà, techniciennes, régisseuses, donc aux différents niveaux de la chaîne culturelle? Alors, on essaie d'être au maximum, mais c'est assez difficile dans les musiques actuelles, mais on essaie d'être au maximum, de tendre vers une égalité de genre, dans la programmation, dans l'équipe aussi, dans les recrutements, effectivement, moi, c'est un engagement fort heu, parce qu'il y a il y a un sexisme très, très fort dans les musiques actuelles. On est, je crois, 14 de femmes directrices, de salles, de lieux culturels. Ça reste un milieu, très masculin, d'ailleurs, même quand je vais sur les festivals, il se trouve que le programmateur, du 99 bis, c'est un homme et j'ai constaté, avec effroi que quand on discute, dans les festivals, alors c'est essentiellement il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, pour le coup, programmateurs, directeurs et cetera et très vite, ils m'adressent plus la parole, en fait. Ils parlent qu'aux programmateurs. Ce qui est d'une violence quand même, et ils s'en rendent pas compte, en fait. Ils le font pas du tout exprès, c'est complètement, ancré en eux et j'en ai discuté pas mal de fois avec des femmes artistes qui se retrouvent parfois, toutes seules femmes sur des tremplins, sur des, voilà, sur lors de concerts, et c'est très difficile, en fait, parce que même si beaucoup d'hommes sont déconstruits maintenant et qu'ils ont l'impression d'être féministes, ça pèse quand même, en tant que femme, d'être, enfin, il y a plein de podcasts sur les femmes, techniciennes, musiciennes qui sont hyper intéressants d'ailleurs là-dessus, qu'il faut absolument écouter. Donc moi, j'essaie, d'abord, de faire passer un message, même y compris au sein de l'équipe où, par ailleurs, tout le monde est assez sensibilisé à cette question. Montrer qu'on est un lieu d'accueil pour les femmes et un lieu d'écoute et que voilà, moi je suis aussi, quelqu'un qui sait écouter, ces enjeux-là. Alors il y en a qui le font, encore bien mieux que moi, je citerai, Le Grand Mix, Élise, la directrice, est très, très fortement engagée, encore, je pense encore bien plus que moi sur ces questions-là et voilà, on essaie effectivement, dans les artistes qu'on accompagne, je parlais de la promo Minerai tout à l'heure, on a, parité, égalité de genre, dans les appels à projets qu'on fait, on fait très attention et en même temps, on fait aussi attention au discours sur la discrimination positive parce qu'il y a toujours ce truc de, «Ouais, toi, tu as eu le poste parce que tu es une femme et qu'il fallait équilibrer la programmation ou équilibrer les postes». Enfin, c'est juste insupportable d'entendre des choses comme ça encore aujourd'hui. Je sais plus qui avait dit une fois, quand il y aura des femmes incompétentes, à la tête des grandes entreprises, on aura atteint, l'égalité. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que quand on est une femme, on doit se décarcasser, se défoncer 15 fois plus, pour prouver, en plus, on se trinque-balle tous le syndrome de l'imposteur, enfin, peut-être que les hommes aussi, mais en tout cas les femmes, toutes celles que je rencontre, on s'en parle beaucoup. Toujours, cette question de la légitimité, donc voilà, c'est à la fois dans le discours, c'est à la fois dans les actes aussi effectivement, d'essayer de créer des endroits, assez safe, où la parole est libre et puis en même temps, moi j'essaie aussi de plus en faire un cas quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça faut plus que ce soit une question quoi, on a des artistes femmes, oui, on a des musiciennes,
Ouais, voilà. Moi, je supporte pas les je supporte pas les soirées 100% féminines. Les concerts, mais jamais on dit ce soir on fait une soirée concert 100% masculine. Jamais, personne dit ça. Et on a soirée 100% féminine. Donc il y a encore des choses qui m'agacent, mais je pense que c'est plutôt bon signe d'être encore agacé. On n'est pas au bout, mais en même temps ça avance quand même petit à petit. Et puis après, voilà, on fait, bon, très concrètement, on fait très attention aux violences sexistes et sexuelles, y compris bien sûr dans les équipes, sur le plan professionnel, mais aussi par rapport au public. Donc on a des affichettes dans les toilettes des femmes, dispositifs Angela, etc., qui permettent aux femmes qui se sentent en insécurité de prévenir le bar de situations gênantes. Mais déjà d'en être conscient et consciente. Puis après, bon, il y a quelques petits éléments de programmation. La saison prochaine, on accueille une artiste qui s'appelle Bernadette Gruson. Pour le coup, c'est plutôt du théâtre. Mais qui est vraiment dans des choses, des propositions très féministes. Et là, elle a un spectacle sur le patriarcat qui dit aussi voilà, comment les hommes sont aussi prisonniers de cette situation. Et encore une fois, la plupart du temps, pour la plupart d'entre eux en tout cas, les comportements toxiques, ils les ont intégrés depuis toujours. Et c'est ce que raconte son spectacle dans la pop culture. Enfin, il y a plein de chansons qui racontent que c'est bien de stalker les femmes, même de les agresser. Enfin, écoutez Bascule avec moi de Marc Lavoine, tube des années 80, où c'est clairement limite, très très limite pédophile, quoi. Donc il y a plein de chansons comme ça qui sont dans la pop culture, qu'on fredonne toutes et tous, et d'un coup on se dit waouh. Comme tu le disais tout à l'heure, les musiques actuelles, c'est ce qui est contemporain, ce qui fait partie de notre époque. Donc forcément, toutes ces questions-là, du MeToo dans le secteur de la musique, typiquement, ça fait partie des questions actuelles et donc des questions voilà, de la musique actuelle. Ouais. Et ne pas en parler, c'est aussi ne pas comprendre les défis que ça comporte. Alors après, c'est sûr que toutes les scènes ne le font pas, mais oui, enfin moi je trouve que c'est quand même c'est quand même du courage et puis c'est quand même un engagement. Après, il faut le faire de la bonne manière. Et la question de parler aux hommes sans les culpabiliser, c'est aussi extrêmement important parce que, enfin, effectivement, on est dans un système, en fait. C'est systémique. La violence masculine, elle est systémique. J'avais entendu une fois une phrase qui m'a glacée et en même temps qui était pourquoi en temps de guerre les soldats violent? Mais parce qu'ils le peuvent. Et c'est ça, en fait. C'est parce qu'ils le peuvent. C'est parce que c'est autorisé. Et on est dans un système patriarcal et millénaire où les hommes, on leur a donné ce droit-là. C'est pas inné, en fait. C'est de l'éducation. Et on en revient aux histoires d'éducation et de sensibilisation à ces questions-là. Mais en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Et c'est pas forcément se culpabiliser. Enfin, je veux dire, on a tous... c'est difficile, en fait, quand on a des privilèges, d'abandonner ces privilèges. C'est exactement ce que dit le spectacle dont je parlais de Bernadette Gruson. À un moment, on a tous un téléphone. On sait tous que les téléphones, c'est des métaux rares, que c'est des enfants qui creusent dans des mines à l'autre bout du monde pour obtenir ces métaux rares pour faire nos téléphones. Si je te dis, là, Fiona, tu me donnes ton téléphone et on met nos 2 téléphones dans un sac et on s'en sert plus jamais, tu vas trouver ça intellectuellement super et en même temps, tu vas sentir l'angoisse monter en toi parce que, enfin moi en tout cas, je la sens déjà parce que je sais que je ne peux pas vivre sans mon téléphone. Donc c'est comment on renonce à ces privilèges et pourtant je sais pertinemment que ça a un impact négatif sur le monde, sur mon monde. Mais j'arrive pas à m'en défaire. Donc, je culpabilise pas les hommes en leur disant « vous avez des privilèges ». Bien sûr que vous avez envie d'en profiter. La question, c'est comment on partage le gâteau pour que ce soit un peu plus équitable quand même, quoi. Exactement. Ça fait une bonne transition avec la suite parce que je voulais revenir sur une note peut-être un peu plus positive, justement, et revenir à cette question de collaboration. Vous avez une approche partenariale au 99 bis, par exemple avec l'aéronef, enfin, voilà, qui a permis de créer un véritable pont culturel entre le bassin minier et la métropole lilloise. Comment est-ce que tu définirais votre approche justement collaborative, partenariale, et qu'est-ce qui est selon toi la clé de cette réussite ?
Alors avec l'aéronef, typiquement, on fait, effectivement un partenariat chaque année. Après, on discute beaucoup ensemble. C'est vraiment la question du réseau, elle est très importante, dans tous les secteurs, hein, d'ailleurs, mais dans le nôtre aussi. Alors ils sont pas du tout sur les mêmes problématiques que nous parce que, bah, c'est une grosse salle, une SMAC, donc un label de centre-ville, donc le public, arrive, un peu, sans aller le chercher. Nous, on est, au cœur du bassin minier, on n'a pas du tout les mêmes questions en termes d'aller chercher les publics. Effectivement, on essaie d'amener, nos publics à l'aéronef et de faire venir aussi des publics de l'aéronef chez nous. Donc on appelle ça Chez-ti, chez-mi, chez toi, chez moi, voilà, pour ceux qui ne sont pas bilingues ch'ti. Et c'est un partenariat qui est assez ancien, qui existait déjà avant mon arrivée, où voilà, on va échanger nos publics, comme on dit entre nous. Et c'est assez rigolo parce que moi, quand c'est comme ça, nous, on les emmène concrètement en bus ou en voiture. Et moi, j'ai déjà fait taxi et emmené quelques spectateurs de chez nous à l'aéronef. Et c'est assez rigolo parce que voilà, c'est un peu la sortie, la colo, quoi. Le bassin minier arrive à la capitale, wouhou, on se gare et tout, c'est tout un truc dans le parking souterrain. Voilà, non, c'est assez sympa. Puis il faut se retrouver à la fin. Bon. Et ouais, c'est important ces échanges-là. Alors nous, on est financé essentiellement par l'agglo Hénin-Carvin et le département du Pas-de-Calais. Donc nos enjeux, même s'ils sont régionaux, nationaux, européens, on est quand même en termes de public sur nos publics habitants proches, on va dire. On a 50% à peu près de personnes qui viennent de la MEL au Métaphone sur les concerts. Mais c'est pas ma cible, pour le dire en termes de marketing. Ils viennent, c'est très bien, il y a pas de sujet. Mon enjeu, moi, il est pas là. Il est vraiment comment on arrive à faire que les habitants éloignés de la culture se disent: «Tiens, il y a une salle à côté de chez moi et je vais y aller, voir ce qui s'y passe et peut-être même que je vais, me divertir, y trouver du plaisir, m'instruire, ou que sais-je». Et la question, c'est une fois qu'ils sont venus chez nous, et ben, on leur dit: «Ah ben, vous êtes venus chez nous, mais c'est super, mais vous savez qu'en fait, il y a de la vie en dehors en dehors, on va aussi vous emmener ailleurs. On va vous emmener à l'aéronef. D'accord. Et au Grand Mix et ailleurs, chez Tichemi. Voilà. Bah, en termes marketing, en fait, c'est une expérience client finalement. C'est comment tu accompagnes en effet pour déjà rendre l'expérience positive et la garder positive et justement faire en sorte qu'elle soit renouvelée. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire de manière un peu plus philosophique, enfin, nous, on est un établissement public, donc comme une école, comme un hôpital, on est là pour le service public, tout simplement. Donc, la question de l'argent, c'est pas ça qui est au cœur de mes préoccupations. Moi, c'est comment une personne, un enfant qui grandit dans un milieu social potentiellement défavorisé, il a les mêmes chances que quelqu'un qui va naître dans un environnement culturel extrêmement riche. Et on sait qu'il n'a pas les mêmes chances, en fait, on le sait. C'est comment on rattrape le décalage d'emblée, comment on fait tout pour qu'il ait la possibilité de faire les mêmes choix à l'âge adulte que la personne qui est née dans un milieu très favorisé. Et ça, enfin, moi, encore une fois, j'estime que je suis née dans un milieu favorisé, mais quand même très éloigné de la culture de fait de sa localisation, plutôt. Mais par contre, j'ai eu les outils pour ça. Et comment on donne les outils à tout un chacun et à tout âge pour qu'après, effectivement, ils puissent... alors, moi, je disais aux enfants, j'intervenais beaucoup dans les écoles, je disais aux enfants, mais vous n'êtes pas obligés d'aller voir des spectacles dans votre vie, en fait. Vous pouvez très bien vivre sans, hein. Moi, je vais très rarement au stade et ça va. On n'est pas obligé d'aller voir du foot, on est obligé de rien, en fait. Néanmoins, je veux qu'ils sachent que c'est pour eux et qu'ils y ont accès et que c'est pas, voilà, que c'est pas un monde qui est pas le leur, en fait. C'est plutôt ça. C'est ça, peut-être aussi ne pas rester dans un microcosme, justement retirer une sorte d'œillère où en fait, pour comprendre que on a la même chance que les autres et permettre une mixité sociale aussi pour apprendre des expériences des autres, de la vie des autres et puis oui, en fait, se rencontrer, c'est créer des rencontres. Nouvelle baseline, c'est site minier de rencontres. Donc on est vraiment là-dedans. Et puis se confronter au regard des artistes qui ont quand même, on parlait de créativité tout à l'heure, mais qui ont quand même, je vais pas dire toujours un temps d'avance, mais en tout cas qui ont quand même un regard un peu décalé sur le monde, qui est pas mainstream en général, qui est pas celui
qu'on retrouve sur les réseaux, et qui va permettre d'avoir une réflexion et de faire de chacun, chacune un citoyen éclairé. Je me permets de rebondir sur un sujet dont on a parlé un peu plus tôt. Les résidences que vous faites au 9-9 bis, ce sont uniquement des personnes qui viennent du bassin minier ou c'est vraiment partout en France, voire même à l'international? Alors, le programme Minerai, c'est vraiment des jeunes de la région, des Hauts-de-France. Donc on en a qui sont originaires du bassin minier de Lille. Il y a un Boulonnais cette année. Donc c'est vraiment pour la région. Après les résidences pro, dont je parlais aussi tout à l'heure, là c'est ouvert au monde entier, France, Europe et monde, mais bon, en général c'est quand même plutôt des Français ou des Belges qui viennent en résidence. Non, le dispositif de Minerai, ça fait aussi partie de nos missions de service public, hein, j'en parlais tout à l'heure, de détecter les talents, on va le dire comme ça. Les jeunes aujourd'hui, spontanément, ils vont se tourner vers The Voice, la Starac, et pas forcément vers les structures qui sont proches de chez eux. Donc on a aussi un gros boulot à faire, nous, à cet endroit-là, de se dire pourquoi on n'est pas aussi bankable que la Starac, pourquoi on n'est pas aussi visible, pourquoi notre notoriété n'est pas assez forte. Tu parlais tout à l'heure de microcosme, mais je pense que moi, j'ai commencé à travailler dans ce milieu au siècle dernier, en 1999, au millénaire dernier. Et quand même, je suis assez critique sur toute l'histoire de la décentralisation culturelle parce qu'on n'a pas vraiment réussi, en fait. Et je me mets dedans, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même toujours sur un microcosme de public plutôt intello, ou en tout cas les profs, enfin voilà. On n'a pas réussi vraiment complètement à aller vers les classes populaires. Il y a de grands progrès, hein, le Louvre-Lens, c'est un bon exemple puisqu'il y a beaucoup d'ouvriers qui fréquentent le musée, nous aussi, hein, chez nous aussi, mais pas suffisamment en tout cas, je trouve, jamais suffisamment. Et il faut vraiment sortir de ce côté élitiste de la culture, et dans la pratique. Euh, il y a beaucoup de pratiques amateurs, mais qui passent pas forcément le cap de rentrer dans les structures. En fait, c'est ça aussi. Les gens pratiquent, hein, ils font de la musique à l'école de musique, mais ils vont pas au concert. Donc pourquoi? Enfin, il faut vraiment qu'on se questionne, nous, sur quelle image on renvoie. Pourquoi la porte est si lourde à pousser, en fait, alors que, encore une fois, on est financé par les impôts de tout le monde et on est service public, ça devrait être aussi simple qu'aller à la poste. C'est en effet une question d'image, mais dans ces cas-là, c'est surtout une question de communication. Finalement, c'est quel mot on emploie pour s'adresser à qui et dans quel contexte et surtout sur quel support. Parce que forcément, si on a un mode de communication, enfin, en tout cas des outils et des méthodes de communication qui sont uniquement pour une certaine cible, où on ne se questionne pas en fait sur les changements de communication, parce que c'est vraiment un secteur en perpétuelle évolution. Tous les jours, il y a des nouvelles tendances, tous les jours, il y a des nouveaux outils, des nouvelles manières de communiquer. Donc forcément, si on a envie de parler à une certaine cible, mais qu'on ne parle pas son langage, c'est comme parler français à un espagnol qui comprend absolument rien. C'est ça, ouais. Donc forcément, c'est là où il faut se questionner, et c'est là où je trouve que vous, comme même voilà, peut-être l'aéronef, le musée du Louvre-Lens en effet, qui est un très bon exemple, même le musée du Louvre, hein, sur certains points, si on parle aussi de structures qui ne sont pas forcément régionales, réussit. Oui, c'est vrai. Enfin, vous réussissez à faire ça parce que vous remettez en question des codes qui sont ancrés depuis tellement longtemps. Ça a été un grand questionnement pour moi quand j'ai pris la direction, parce qu'en plus j'arrive à un âge assez avancé. Non, mais où je me suis dit, soit je deviens une vieille conne directrice qui dit ah bah c'était mieux avant, franchement, voilà, avant c'était super, les gens y venaient, maintenant tout le monde est con, les gosses sont sur TikTok. Enfin voilà, soit j'avais ce discours complètement réac. Soit, effectivement, je me posais la question de ce que tu disais. En fait, c'est juste nous qui n'avons pas évolué suffisamment vite. Le monde, il va tellement vite. Alors moi, j'ai fait des études de com, même si c'était il y a longtemps. Je pense que j'ai quand même ça en moi et en tête. Mais effectivement, et encore, je trouve qu'on est quand même assez à la bourre, hein, là-dessus. Mais en tout cas, on l'a vraiment en tête de comment on parle aux gens. Et puis moi, j'ai 2 ados, donc ça m'aide aussi. Voilà, j'ai un fils de 15 ans qui me dit que je suis ringarde régulièrement, donc
Donc ça Il est un aide. peu dur. Oui, mais bon, ça permet de se remettre en question. Parce qu'il ne suffit pas d'aller sur TikTok pour avoir les codes, en fait. C'est pas juste ouvrir un compte et faire une vidéo, c'est aussi comprendre, encore une fois, chausser ses lunettes d'extraterrestre et dire qu'est-ce qui se passe sur ce réseau et comment ça fonctionne et pourquoi ça marche. Et voilà, c'est toutes ces questions-là où il faut s'interroger en permanence, il faut se remettre en question en permanence, il faut douter aussi. Moi, j'aime beaucoup les gens qui doutent, comme disait une vieille chanteuse, Anne Sylvestre. Mais c'est vrai, je trouve que c'est important d'être en perpétuelle remise en question, parce que sinon, on passe à côté. Nous, on vient de refaire notre identité graphique, là, et il faut quand même lutter, hein, parce qu'il y a une résistance au changement aussi. On a toujours fait comme ça, et pourquoi on change, et il y a des trucs qui marchent, et pourquoi on les fait évoluer alors que ça marche. Donc c'est dur de pas devenir une vieille conne. Mais bon, pour le coup, moi j'ai passé 10 ans au Louvre-Lens, ça m'a vraiment aidé à me dire déjà que tout était possible, c'est-à-dire je peux contacter n'importe quel artiste. J'ai pas peur en fait parce que je l'ai fait, parce que je sais que c'est possible. Et puis quand même big up à Juliette Guéprat, mon ancienne chef du Louvre-Lens qui est maintenant partie à la DRAC, qui est quelqu'un de très créatif pour le coup. Tout à fait. Et je sais pas, mais on a quand même fait des chasses aux Pokémon dans ce musée, enfin des trucs, des jogging guidés. Enfin, on a fait tellement de conneries, mais je dis conneries avec au sens noble du terme, mais parce que à la fois, on dit souvent à l'impossible, nul n'est tenu, c'est clair, mais en même temps, rien n'est impossible. Il faut aussi se dire que il faut de l'audace, quoi. Voilà. Faut pas avoir peur d'essayer, il faut pas avoir peur de l'échec. On s'en fout, on n'a qu'une vie, et de toute façon, encore une fois, on bosse dans la culture, on fait pas de la chirurgie cardiaque, hein. Il n'y a pas mort d'homme, il se passe rien à part une petite humiliation éventuellement, ou un échec cuisant, on se dit ah bah là on s'est vraiment vautré et j'ai vraiment eu l'air con dans cette vidéo ou ce podcast, mais c'est pas grave, il faut mettre son ego de côté dans tous les cas. Une fois qu'on a mis son ego de côté, on peut s'amuser en fait. Et moi, j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de l'humour dans ma vie, et j'ai besoin de... Alors, je ne sais pas que j'ai pas d'ego, hein, ça s'entend, je pense, quand même. Mais j'en suis consciente, je travaille dessus, je vous jure. Et surtout, en tout cas, je n'ai pas de problème à partager la programmation. C'est-à-dire que là, au 9-9 bis, typiquement, je ne fais pas la programmation. J'ai une programmatrice spectacle vivant. Enfin, il y a une programmatrice spectacle vivant et il y a un programmateur pré-musiques actuelles et il y a une commissaire d'exposition pour l'art contemporain. Et moi, je suis juste un petit chef d'orchestre. Mais encore une fois, le chef d'orchestre, il peut ne pas être là. L'orchestre sait jouer, hein, il s'ajuste. Hein, les musiciens s'ajustent les uns aux autres. Hein, il est juste là pour la cohérence. Et moi, c'est ça qui m'anime. C'est donner de la cohérence à des projets. Quand c'était au Louvre-Lens, c'était faire en sorte que la programmation de la scène soit complémentaires liés au musée. Là, c'est faire en sorte que musique et patrimoine, qui n'ont quand même rien à voir entre eux, enfin, je veux dire, tu vois, c'est un petit côté picon-champagne, hein, musique et patrimoine, enfin, j'en sais rien, c'est deux termes qui n'ont absolument... enfin, deux notions qui ne sont pas forcément très liées. C'est comment on fait en sorte que ça devienne quelque chose de cohérent, d'intéressant... Et il y a plein de petites choses, je pense, que le public ne voit pas, mais que nous, on fait parce qu'on se dit « Non, mais alors là, c'est vraiment... comme ça sera hyper cohérent. » En fait, tout le monde s'en fout. Mais nous, ce n'est pas grave, on le sait. On sait que ça rentre dans le grand moule de la cohérence. C'est savoir placer son ego au bon endroit pour, encore une fois, être dans cet esprit de collaboration. D'ailleurs, Louvre-Lens Vallée et le 9-9 bis partagent une vision commune pour le développement culturel du territoire, comme tu disais juste avant. Selon toi, quel serait le projet emblématique qui illustre le mieux cette synergie entre nos deux structures ? Alors déjà, on va revenir sur le fait que j'ai été marraine quand même, et j'étais quand même très très fière. Et ça m'a vraiment ouvert aussi sur le cœur de votre activité, que je comprenais, que je maîtrisais, mais là, d'un coup, de le vivre un peu plus de l'intérieur, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et passionnant.
Et pour le coup, vous avez aussi une directrice extrêmement inspirante ici. Et voilà, je trouve qu'effectivement, dans la collaboration, nous, on a fait, alors c'est un peu anecdotique, mais quand même, sur cette promo, on a travaillé avec Gueule Noire, puisque nous sommes habillés par Benjamin, des t-shirts, les sweatshirts 99 bis. Mais je trouve que c'est intéressant. En fait, il y a plein de projets qui sont très inspirants dans l'incubateur Louvre-Lens-Vallée. Moi, je reste toujours très, très attentive à cela. Et puis, vous êtes un peu dans la même, à d'autres endroits, mais dans la même démarche, c'est-à-dire d'accompagner vraiment un peu comme notre promo minerai finalement, d'accompagner des entrepreneurs en devenir sur ce territoire, en lien avec la culture, en lien avec ce qui se fait de mieux ici. Et donc, je trouve qu'il y a un effet miroir hyper beau, hyper intéressant. Voilà, qu'on essaie de croiser en se voyant régulièrement et en réfléchissant communément aussi. C'est important, encore une fois, au-delà de chaque structure, de prendre de la hauteur et de réussir à avoir une vision d'ensemble sur le territoire et de voir comment il se transforme. Moi, ça fait quelques années que je suis ici maintenant et il y a, enfin, je sais pas, il y a 15 ans, on n'aurait jamais dit que le bassin minier allait être une destination touristique, allait être un territoire d'innovation et un territoire culturel fort. Et maintenant, on dit tout ça et c'est vrai. Et Ouais. enfin, même moi, des fois, je me pince, quoi. Je me dis, mais waouh, les terris reverdissent, mais ça, c'est très concret, c'est très visible pour tout le monde. Mais il y a aussi tout l'aspect, ouais, toutes ces entreprises, tous ces entrepreneurs, tous ces créateurs qui émergent de ce territoire et on peut être fier de ça. On a été fiers de nos mineurs pendant des années, mais on peut être fier aujourd'hui de cette renaissance. Donc on a vraiment, je pense, des enjeux communs, voilà, qu'il faut qu'on croise peut-être encore plus à l'avenir. En parlant d'avenir, si on pouvait rêver grand, ce serait quoi ton projet idéal? Un partenariat audacieux que t'aimerais voir naître entre le 99 bis et Louvre-Lens-Vallée? Waouh! Alors, déjà, rêver grand, j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Je parlais d'expérience du Louvre-Lens, c'est vraiment ce que ça m'a donné et c'est ce que je dis tout le temps à l'équipe. Il faut rêver grand. Si tu rêves petit, tu vis petit. Et encore une fois, il n'y a pas de limite. Alors, un grand projet qu'on pourrait avoir ensemble, sur la question de la créativité, il y a vraiment des choses où on se croise très très fortement et peut-être qu'il pourrait y avoir plus de liens entre justement nos artistes et vos incubés, on va les appeler comme ça. Et je pense que ça viendrait d'eux, en fait, ce grand projet. Plus que nous qui sommes finalement... nous, on est les petites mains, on est les faiseurs. On fait en sorte que les gens se rencontrent, on fait en sorte que ça bouillonne et qu'il en sorte des choses. Mais peut-être imaginer un endroit de rencontre et d'expression globale sur justement c'est quoi ce territoire dans 10 ans, comment on le rêve, comment on l'imagine. Ça pourrait partir et des artistes et des entrepreneurs que vous accompagnez. Un endroit de rencontre où en fait notre rôle, juste en tant que structure, c'est de faire rencontrer des êtres humains qui ont des idées, qui sont créatifs et laisser faire les choses. Ouais, laisser faire ceux qui sont peut-être plus créatifs ou en tout cas créatifs à d'autres endroits. Et je pense qu'il y a vraiment des connexions qui peuvent se faire entre eux, probablement à des endroits auxquels on pense pas. Absolument. Finalement, Virginie, si tu étais un type d'art, lequel serais-tu? Ah là là, ça c'est une excellente question. Un type d'art, je pense que je serais la danse. Parce que ça, c'est un peu ce qui rassemble finalement la musique, le théâtre, le fait de la question de la scène, le corps. Et je sais pas, je pense que je parle beaucoup, mais finalement, je pense que l'expression du corps, elle est au moins aussi forte que ce qu'on raconte. Merci Virginie, merci beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Cet épisode est rendu possible grâce à Studio Flamboyance. À l'écriture, Vincent Gariazzo et Fiona Coco. À la musique, Thierry Mbaye. À la technique, Marion Lefebvre. Merci à toute l'équipe de Louvre-Lens-Vallée, Margherita Balzerani, Olivier Secotti, Anne-Lise Louf, Vincent Gariazzo, Thierry Mbaye, Asma Coeli, Charlotte Sautière, Marion Lefebvre,
Scott Froidevaux, Léo Sprimont et Fiona Coco. Merci à nos membres fondateurs, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, la région Hauts-de-France, l'Université d'Artois, la Chambre de commerce et d'industrie de la région Hauts-de-France, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France et le musée du Louvre-Lens. On se retrouve le 28 août pour le prochain épisode.